pour Grenoble, pas que, quelques écoles aussi un petit peu plus bas dans le classement de SIGEM, mais donc une épreuve qui malgré tout va intéresser beaucoup de candidats. Une dernière épreuve de géopolitique qui existe depuis relativement peu de temps, donc il n'y a pas tant d'annales dessus, et cette fois-ci, eh bien, on nous a proposé un sujet, on le disait, on a débriefé ensemble, Frédéric, ma foi déstabilisant, mais pas facile à traiter en tout cas. Oui, alors pas facile à traiter, c'est un sujet très très précis. Moi, il se trouve que j'ai commis des choses là, sur la géopolitique il y a des années, en 2009, j'avais rédigé un livre là-dessus. Je vous rassure, hein, mes étudiants l'ont pas lu, hein. Mais ils disent justement pas leur prof. Mais oui, c'est un sujet qui est pas facile parce que il demandait une connaissance en fait assez de détails. Alors peut-être tu peux rappeler Dimitri L'intitulé précis du sujet, exact, hein. Oui, Oui, bien tout à sûr. fait. Alors, je Parce vais le qu'il rappeler, est... je vais même le coller hein, dans la conversation. Ouais, Voilà, ce sera plus simple. colle-le comme ça. Donc Exactement. Alors, c'était la guerre économique permet-elle de régler un différend international, c'est ça. Donc il y avait deux termes qui étaient, enfin, deux syntagmes, on va dire pas évidents, guerre économique et différend international. Permet-elle de régler, ça devait aller à peu près. Mais ça va à effectivement, peu près. ces deux termes méritaient d'être discutés. C'était pas mondialisation et puissance, quoi. Non, tout à fait. Alors, bon, moi, ce que je vous propose, parce qu'en plus, je suis un tout petit peu contraint aujourd'hui, je vous propose de parcourir un petit peu les grands termes du sujet. Enfin, d'abord la guerre économique. Alors, la guerre économique, c'est une notion qui a été en fait, qui est plutôt française, hein, d'ailleurs, en anglais. Enfin, il se trouve qu'il y a deux auteurs, l'un en France et l'autre au même moment aux États-Unis, qui ont analysé l'entrée dans l'hypermondialisation des années 90 en expliquant que en 90, il y a à la fois l'entrée en hypermondialisation et la fin de la guerre froide. Et que dans cet nouvel ordre-là, dans lequel les grands conflits globaux allaient cesser, c'était leur prédiction en tout cas, l'américain s'appelle Edward Luttwak, qui est prof de stratégie, le français s'appelle Bernard Eisenberg, il a dirigé l'école polytechnique, il a été conseiller de Pompidou, et l'un et l'autre ont analysé au même moment, dans deux ouvrages, un article et un ouvrage, donc, la nouvelle configuration des années 90, en disant, au fond, eh bien, puisque le grand conflit qui était la guerre froide a cessé, et ce conflit froid entre les deux grands signifiait plein de petits conflits chauds, au Nicaragua, au Vietnam, en Corée, en Afghanistan, soutien à des guerres civiles en Afrique, puisque ce grand conflit s'achève, et n'oublions pas que 90, c'est l'année de la guerre du Golfe aussi, une coalition internationale au service de la paix, eh bien, les grands analystes à l'époque disaient les grands conflits vont cesser, et même les conflits régionaux vont cesser à l'échelle du globe, ce qui n'est pas complètement juste, hein, dans les années 90, l'Afrique s'est embrasée. Bon. Mais en tout cas, leur analyse était il y aura moins de conflits guerriers bruts, durs, militaires, mais la conflictualité, les rivalités entre États ne vont pas cesser et elles vont s'exprimer de manière plus économique. Et donc Bernard Eisenberg propose d'appeler ces manifestations de puissance des États les uns par rapport aux autres comme il propose d'appeler ça la guerre économique. Et Edward Luttwak, au même moment, dit eh bien, on va passer de la géopolitique traditionnelle militaire à ce qu'il appelle la géoéconomie, dans un article intitulé, juste précisément, hein, From Geopolitics to Geoeconomics, c'est dans National Interest en 1990. Alors, à certains égards, c'est quand même ce qui s'est passé, puisque quand on regarde la carte aujourd'hui de la conflictualité interétatique, alors l'Ukraine écrase tout, mais quand on retire l'Ukraine, il n'y a quasiment pas de guerre entre États à l'échelle de la planète. La conflictualité est devenue interétatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les conflits ont changé de nature et que la conflictualité prend davantage la forme de l'affrontement économique. Et c'est là qu'on arrive à la définition de la guerre économique. Alors, qui peut être entendu, on en a parlé un peu Dimitri tout à l'heure, mais qui peut être entendu éventuellement comme une modalité de la guerre. Par exemple, en ce moment, il y a des sanctions qui pèsent sur la Russie en contexte de guerre d'Ukraine, et qui, en temps de paix totale, la guerre économique, peut être définie comme l'ensemble des moyens utilisés par un pays à l'endroit des autres pour accroître sa puissance, augmenter ses parts de marché, par exemple, obtenir des ressources rares, des matières premières, des capitaux, des technologies, des cerveaux. Bref, la guerre économique en temps de paix, eh bien, c'est une guerre à somme nulle dans laquelle des États se disent au fond, eh bien, c'est moi qui vais attirer des IDE ici, parce que si c'est pas ici que, par exemple, la France dans les années 90 attire des IDE pour fonder Euro Disney, si ces IDE ne viennent pas en France, ils ne créeront pas d'activité en France, ils la créeront ailleurs, ils créeront des jobs ailleurs. Donc, la guerre économique, c'est une perception par les États que l'économie est une forme d'arène entre des combattants, et que s'il y en a un qui gagne, ça veut dire que l'autre a perdu. Oui, c'est ça. Et ce qui contrevient à l'idée de la mondialisation un peu heureuse, le doux commerce de Montesquieu, Alors, tout le monde y gagne, quoi. Absolument. Il y a des domaines dans lesquels il y a un jeu win-win. Si on met de côté les États
Si tu mets de côté les logiques des États, la mondialisation est plutôt un jeu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça te permet d'acheter des vêtements moins chers, de téléphones moins chers, bien sûr. Ça permet à la France de vendre ses produits de luxe, ses avions, par exemple, également, sa chimie, bon, très bien. Ça permet à la Chine de vendre, etc. Et on le sait, les Chinois se sont enrichis. Les Français, dans certains domaines, oui, il y a des jobs qui ont été détruits aussi. Et justement, les élateurs de la guerre économique disent, mais regardez, la guerre économique, c'est pas qu'un jeu gagnant-gagnant, il y a des perdants. Et Bernard Eisenberg le dit, les perdants de la guerre économique, c'est les chômeurs qui ont perdu leur job parce que, par exemple, le textile est parti en Chine. Donc, il y a deux visions de la mondialisation. Une vision qui est souvent défendue par des économistes, et d'ailleurs pas tous, hein, mais par des essayistes assez béats. C'est Alain Minck en 97, La mondialisation heureuse. C'est un jeu win-win-win-win-win-win-win. Et puis, les hommes politiques ont tendance à considérer la mondialisation comme un jeu win-win dans certains domaines. Par exemple, c'est effectivement plus intéressant de faire des vêtements ailleurs, mais un jeu dans lequel il y a des losers aussi. Des gens qui ont perdu leur emploi, des secteurs qui sont en difficulté chez nous, l'acier par exemple, par rapport à l'acier. Et dans ce cas-là, tu as des dirigeants économiques qui ont tendance à dire « je ne veux pas que mon secteur s'écroule ». L'un des pays emblématiques de ça, et l'un des hommes qui a été emblématique de ça, ça a été Trump. Il arrive au pouvoir et il dit la Chine nous fait du mal, hein, je le cite, hein. La Chine nous fait du mal par ses exportations, elle est en train de ruiner certains secteurs industriels, et dès son arrivée au pouvoir, il lance une guerre tarifaire, qui est une forme de guerre économique en temps de paix, pour obtenir des modalités, des accords. Et il a obtenu en 2020 la signature d'un accord dit de phase 1, dans laquelle la Chine s'engageait à davantage acheter de produits américains, s'engageait à ne pas trop les yuan, s'engageait également, par exemple, à mieux respecter la propriété intellectuelle, c'est-à-dire à moins copier ouvertement, Oui. Des produits américains, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, les États-Unis et la Chine ne sont pas en conflit ouvert, c'est clair. Absolument. Bon, néanmoins, on peut le dire, pour faire un petit euphémisme, que c'est pas les meilleurs copains du monde et qui se méfient plutôt l'un de l'autre. Mais cette guerre économique, elle prend place aussi entre des États qui a priori sont alliés. Alors, tu t'as cité le cas de Disney, effectivement, parce qu'il y avait un peu cet arbitrage. Est-ce qu'on va installer ça à Marne-la-Vallée ou par exemple en Espagne? À un moment, c'est En le Espagne, cas. ouais. Et oui, la France et l'Espagne sont plutôt alliés. Et puis là, encore pour prendre un exemple plus récent, Emmanuel Macron, quand il est allé aux États-Unis, c'était quand même en partie pour dire Monsieur Joe Biden, vous êtes bien gentil, mais en fait, là, vous avez une politique qui est agressive à l'égard des intérêts économiques européens. Absolument. L'exemple de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, il porte mal son nom parce que c'est une loi beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus large. C'est un très bon exemple de guerre économique entre alliés. Nous sommes alliés militairement dans le cadre de l'OTAN, très bien. Mais alliés, ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours où on se fait des cadeaux. D'un point de vue économique, pour les États-Unis, ils te diront, c'est business as usual. Moi, je veux que l'activité économique soit sur mon sol. Donc, je donne des primes aux entreprises qui vont créer des gigafactories pour faire des batteries de lithium. Alors, quand tu es un groupe français, tu te dis, si je crée des batteries chez Renault, je pourrais toujours les réimporter en France, mais chez Renault, aux États-Unis, j'ai intérêt à le faire. Alors, évidemment, l'Europe a vu ça comme une manifestation de guerre économique. On est bien dans cette définition, on est en temps de paix. Il s'agit pour un État, de favoriser, d'attirer chez lui les capitaux, les cerveaux, la technologie, au détriment des autres. Car si la Gigafactory s'installe, par exemple, au Texas ou en Californie, elle ne s'installera pas dans les Hauts-de-France. Je prends cet exemple parce que les Hauts-de-France, en ce moment, accueillent des gigafactories, Tesla va en ouvrir une, etc. Donc, lorsqu'on est sur des produits où, si toi tu l'as, moi je ne l'ai pas, des matières premières, par exemple, des cerveaux, nos écoles françaises forment de très très bons cerveaux, et j'entendais un gars qui est un normalien en maths qui racontait qu'il était passé un entretien chez OpenAI il y a pas longtemps, ChatGPT et tout ça. Et il retrouve plein de copains de sa promo de maths, des Français. Et fait, évidemment, OpenAI, on a de très bons matheux en France, capte cela. Et là, on pourrait dire qu'on est dans une logique de guerre économique, si tu veux, où si les cerveaux français viennent en France, aux États-Unis, ils sont perdus pour la France. Donc, quand on est sur des objets physiques, très la plupart du temps, des matières premières, des cerveaux, des technologies, les États aujourd'hui se livrent une guerre. Et alors, en ce moment, on parle des nouvelles technologies. Les États-Unis sont en train de livrer une guerre des microprocesseurs à la Chine, en empêchant les deux plus gros producteurs de microprocesseurs de pointe, dernière technologie, c'est-à-dire TSMC, le taïwanais, et j'ai oublié son nom, pardon, mais le groupe équivalent, si tu veux, néerlandais, en leur empêchant, en disant, vous n'exportez pas les puces dernière technologie en Chine. On est bien dans une logique de guerre économique, parce que si la Chine a ses pros, à ce moment-là, elle pourra dépasser, on le sait, ou en tout cas livrer une concurrence terrible aux États-Unis en termes de maîtrise technologique.
Voilà un petit peu les contours du sujet. Oui, C'est alors quand ça, même c'était très pour le technique, terme hein. quand même, c'est ça. Ça, c'est pour le terme guerre économique qui est déjà franchement compliqué parce qu'il y a une distinction de cas qui est très claire. Euh, Absolument. alors, je réponds juste à Zuclo, hein, qui dit, là, en Je t'en fait, prie. l'épreuve ICN, en l'occurrence, c'est l'épreuve pour les ECT, c'est un résumé de texte qui est conçu par ICN et par ISC Paris. Voilà, mais ça ne concernait pas les ECG, et donc là, en l'occurrence, on commente le sujet ECG. Voilà. Et merci pour ces encouragements par ailleurs. Ah, c'est sympa. Voilà, je pense que Frédéric peut prendre sa part des encouragements vu le nombre de fois où tu as été en live cette semaine. Et donc voilà, donc il y avait ce terme-là, il y avait aussi le terme de différent qui n'était pas si évident parce que bon, différent, en gros, en bon français, c'est quoi? C'est on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas la même opinion ou pas les mêmes intérêts. En gros, c'est ça. Mais différence, évidemment, pour quelqu'un qui a fait de la géopolitique, ça résonne un peu au OMC. C'est quand même le terme Alors qui est employé évidemment, pour l'OMC. évidemment, si toi et moi on se dispute, techniquement, j'ai le droit de dire, ben, je me suis pris la tête avec Dimitri, on a eu un différend. On le dit en français. C'est un mot, malheureusement, la plupart du temps, les étudiants l'apprennent le jour où on fait un cours sur l'OMC en disant l'une des nouveautés de l'OMC, c'est qu'il y a un tribunal, l'ORD, l'organe de règlement des différends. Oui, c'est ça. Alors, donc, Avec un D. le sens 1 de différent, c'est une divergence, une dispute, une divergence. Très bien, très bien. Le sens 2, enfin, d'ailleurs, pardon, excuse-moi, il n'y a pas de sens 2, mais il se trouve que la plupart du temps, en géopo, on l'emploie au sujet de l'ORD. Mais c'est un thème qui est plus générique. Alors, effectivement, dans le sujet, il a un écho ORD, organisme de règlement des différends. Et évidemment, je vais venir, je vais donner des exemples. Il y a beaucoup de guerres économiques, d'exemples de guerres économiques qui se sont finalement soldés par un règlement des différends à l'ORD, ou une entente. Voilà, et enfin, un règlement, un accord, etc. Néanmoins, on ne pouvait pas limiter ça à l'OMC, et l'ORD. C'est un sujet plus large. C'est-à-dire, au fond, est-ce que la guerre économique, est-ce que des formes de guerre économique permettent de régler des enjeux, des tensions, des sujets difficiles, des querelles entre les États? Et alors, est-ce que différent supposait que c'était, voilà, comme tu disais, des querelles, qui est un mot plutôt, on va dire, voilà, modéré, on ne pouvait pas parler non plus de conflit ouvert? Est-ce qu'un différent, enfin, une guerre ouverte, c'est pas indifférent? Non, enfin, c'en est un, mais tu ne vas pas dire, par exemple, aujourd'hui, c'est un conseil bon, pour les euros maintenant, mais de manière générale, et pas seulement en géopo ou en éco, mais dans tous les Mm. euros, formulez-vous des phrases quand vous vous doutez avec la langue. Est-ce que tu dirais, Dimitri, aujourd'hui, bon, tu sais, l'Ukraine et la Russie ont un différend en ce moment. Oui, c'est ça. Le terme serait peut-être Bon, pas juste, ouais, enfin, un peu oui, timoré, c'est un quoi. différend, on est en guerre. Alors effectivement, il y a un différend, mais là, on est en autre chose, on est dans la guerre. Oui, Donc, oui. si les États sont en guerre, on n'est plus dans le différend. Mm. Le terme devient trop faible en français. Si on a un différend, c'est qu'on s'est disputé, on ne s'est pas battu. Si des gens se sont battus, tu diras ils se sont battus. Il y a eu un différend, nous nous sommes querellés au sujet de quelque chose. Alors, des différends, il y en a eu plein. Par exemple, il y a eu des querelles sur le bœuf aux hormones au début des années 2000 entre l'Union européenne et la France, entre l'Union européenne, pardon, et les États-Unis. Ça s'est réglé justement à l'ORD. Il y a eu une guerre de l'acier entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y a eu par exemple une guerre du coton. Oui, à chaque fois, tu vois, à chaque fois on emploie ces termes de guerre justement, de guerre économique. La Oui. guerre du coton dans les années 90 au sujet entre les pays de la ceinture cotonnière en Afrique et par exemple les États-Unis qui subventionnaient leur coton. Et ça s'est réglé à l'ORD pour le coup. L'organisme de règlement des différends a Oui. donné raison aux pays africains en disant il est injuste que les États-Unis, pays riches, subventionnent le coton alors que ces pays africains n'ont que ça pour se développer. Il y a eu une guerre de la banane parce que l'Union européenne achetait sa banane, les bananes plus chères en zone, enfin dans les Caraïbes, Oui, la c'est ça. banane euro. Et alors que les États-Unis achetaient leurs bananes en Amérique centrale, par exemple, à des prix moins chers. Et donc, les États-Unis estimaient qu'il y avait de la préférence qui était donnée aux pays caribéens, qui auraient dû s'aligner. Donc, guerre de la banane. Bon, en ce moment, on a une guerre des microprocesseurs. Il y a évidemment la guerre, la trade wars, hein, la guerre commerciale entre les États-Unis et, Oui. Et la Chine. il y a également des exemples de guerre économique quand, par exemple, alors ça c'est assez bien documenté, hein, quand les États-Unis fragilisent par le droit des entreprises, notamment européennes, on pense à Alstom qui a été acheté en 2014, qui fragilisent par le droit en faisant peser des sanctions, des risques de sanctions sur ces entreprises pour les affaiblir et les rendre plus achetables par des entreprises américaines. Mais là, tu le vois, ce sont des exemples qui sont à chaque fois très 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 précis. Donc ce sujet Mm. demandait une connaissance de détails d'abord de ces exemples de différents, et ensuite, s'y supposer un peu que les élèves aient des idées. Alors, j'ai vu qu'il y avait un document d'appoint
qui est basé sur un article que j'avais écrit avec un collègue. Oui, c'est quand même un peu drôle. Quand tu te retrouves dans le sujet de Géopo, c'est voilà. Bon, alors là encore, je vous rassure, hein. il est écrit en 2022, j'écris énormément, et mes étudiants ne me lisent pas, bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est ainsi. Et dedans, on avait établi, donc c'est bien que j'aime et donné ce document, parce que voilà, c'est bien que j'aime et donné ce document, parce qu'il est chiffré, si tu veux. Et on a chiffré qu'effectivement, là, ça permettait de mettre tout le monde à égalité, parce que là, on a un vrai document. Alors, je le vois pas comme ça, mais je l'ai mis, je l'ai armé, hein, et qui montre que, si tu veux, les exemples de... Attention, alors ce sont des exemples précis de guerre économique, cette fois-ci, sur les sanctions. Que les sanctions arrivent à un succès total dans un tiers des cas à peu près, et un compromis négocié dans 6%. Donc en fait, il y a un succès total ou qui arrive à un compromis ou partiel à peu près dans 50% des cas, en fait. Dans un cas sur deux, ça parvient à un compromis. Alors évidemment, partant de là, c'est très difficile à construire, mais le président de l'épreuve est un prof de sciences politiques, et souvent en sciences politiques, on fait des plans en deux parties, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il fallait en faire un ici, nous on a l'habitude de faire trois, mais on pouvait très bien quand même faire une première partie sur l'idée que, en quelque sorte, la guerre économique, c'est la guerre à l'âge de la mondialisation, et que c'est la raison pour laquelle elle est souvent employée pour régler des différends. C'est-à-dire expliquer le lien dans un grand temps entre guerre économique et différends. Oui, c'était un peu ce que suggéraient, je trouve, les documents. Il y avait quand même une vraie mise en perspective historique et de dire, OK, bah, ça existait avant, même si ça n'avait pas été théorisé, mais c'est quand même l'âge de la mondialisation qui a donné ses lettres de noblesse à la guerre économique. Absolument. Absolument. Il faut montrer, je pense, vraiment ça dans un grand 1. C'est assez facile à faire, ça. Et puis ensuite, dans un grand 2, voir que les résultats, en fait, eh bien, au cas par cas, diffèrent. Il y a parfois des succès et par exemple, il y a des échecs. Exemple, il y a des sanctions qui n'ont jamais rien donné. Il y a des sanctions qui pèsent sur Cuba pour faire tomber le régime castriste. Il est toujours là depuis 1960. Des sanctions pèsent depuis 1980 sur l'Iran. Le régime des mollahs est toujours là, malgré les sanctions. Il y a des sanctions importantes qui pèsent sur la Russie en ce moment, alors qu'ils l'affaiblissent, hein, très manifestement, mais qui ne font pas tomber le régime de Poutine, en tout cas pour le moment. Donc, il faut arriver, je pense, dans un 1, à montrer le lien entre guerre économique et différend. Dans un grand 2, peut-être montrer au cas par cas qu'il y a des succès totaux, des succès, des échecs. Et puis 3, essayer de voir en quelque sorte à ce moment-là dans quel cas essayer de distinguer les raisons pour lesquelles il y a succès ou échec. Relever des cas dans le 2, expliquer en fait, et arriver peut-être à l'idée que, après dans le 3, on peut arriver à plusieurs choses, ou alors dans le 2, on fait des succès, des échecs, et voilà pourquoi. Et dans le 3, expliquer que la guerre économique, aujourd'hui, s'accompagne souvent de la guerre réelle, c'est-à-dire qu'elle règle des différends, mais pas seule. C'est une dimension importante, ça. Regarde l'exemple aujourd'hui, il y a des guerres. La guerre d'Ukraine en est un bon exemple, mais c'était le même cas, par exemple, dans la guerre contre l'Irak dans les années 90. C'est-à-dire que la guerre économique permet-elle de régler des différends? Dans le 2, tu as vu que oui et non. Et dans le 3, d'autant plus qu'en fait, elle est de plus en plus utilisée à l'appui de la guerre réelle. Oui, c'est ça devient une composante. Exactement. Ouais, voilà. Mais dans le cas de guerre hybride. C'est ça, en fait. Tu as les guerres hybrides où, en fait, donc, le sujet n'est pas avant tout économique. Bon, là, par exemple, oui, j'en ai un peu marre que vous fassiez un programme d'enrichissement de l'uranium, donc je vous applique des sanctions. Voilà, c'est une chose. Mais en fait, dans l'autre cas, celui que tu disais, hein, les bœufs aux hormones, la banane, l'acier, les microprocesseurs, en fait, c'est à la fois le problème et la solution parce que. Absolument. C'est ça, en fait, quelque part. La guerre économique est la raison même du différend international et la guerre économique résout ce même problème qui oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est en ça que, je dois dire, hein, intellectuellement, c'est un très beau sujet. C'est vraiment un très beau sujet. C'est un sujet qui touche une dimension majeure aujourd'hui de la géopolitique, qui est que la géopolitique, c'est géoéconomiser. Ça, c'est quand même... Oui, mais c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas ce qu'en ont pensé les candidats. Je ne sais pas ce qu'en penseront les correcteurs non plus, mais il faut se rassurer, là je remets un dernier mot parce qu'il faudra que je vous laisse malheureusement, mais un mot toujours parce que si je fais ces vidéos, c'est plusieurs raisons. D'abord, moi j'ai jamais bénéficié d'aide quand j'étais étudiant, j'aurais bien aimé, donc c'est important pour moi de participer à
à ces vidéos pour donner des trucs, parce que l'arrière-fond, là, c'est qu'on est en train de parler pour les étudiants. Il faut que les gens se rassurent. La BCE est finie, les concours sont finis, il faut que les gens se reposent, que les étudiants se reposent maintenant un petit peu. Soyez, même si vous avez l'impression que le sujet est terrible, etc., il est terrible pour tout le monde. C'est un sujet qui est très intéressant, très difficile. Aussi, je voudrais vous rassurer, les correcteurs vont lire des vraies copies écrites par des étudiants. Ce n'est pas des articles scientifiques, bien sûr, rassurez-vous. Et donc, cette difficulté, eh bien, les lecteurs vont juger, les correcteurs vont juger relativement à ce qu'ils vont lire. On n'attend pas que vous ayez une connaissance absolue, profonde et parfaite sur tous les exemples de guerre économique depuis les années 80. C'est évident. Donc, rassurez-vous et reposez-vous. Ouais, c'est ça. Ce sera peut-être le mot de la fin. Et une dernière question. Alors, je sais pas si tu veux bonne répondre, question. très C'est une bonne rapidement. question. En fait, c'est le cas, clairement, c'est ce qu'on disait. Hein. Exactement. Dans un monde multipolaire, les sanctions fonctionnent pas. Les sanctions sont une forme de guerre économique, il peut y en avoir d'autres. Mais évidemment, quand tu fais des sanctions en disant je t'interdis d'utiliser le dollar, si, eh bien, à toi le russe, si le russe peut payer ou peut vendre à ce moment-là son pétrole ou son gaz en yuan, Oui, en yuan. très bien. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Clairement, de toute façon, de manière coercitive, que ce soit économiquement ou... Alors c'est vrai que les États-Unis ont conservé une puissance militaire qui est quand même sans égale, qui a juste un peu plus de mal à atteindre ses objectifs. Mais en revanche, c'est ça, du côté des sanctions économiques, effectivement, le côté multipolaire a clairement... Enfin, la création d'alternatives, en fait, a évidemment minimisé la capacité de nuisance des États-Unis. Mais néanmoins, voilà, sur les sanctions économiques, on voit que ça a quand même un effet encore très fort. Quand les États-Unis décident de boycotter un pays, voilà, le cas des rock states, quand les États-Unis décident qu'un rock state est un rock state, clairement, le rock state en question est quand même dans de grandes difficultés, indépendamment de la volonté des autres. Même si, tu vois, la Corée du Nord, il subsiste, parce qu'il y a des aides, il y a des contournements. Parce qu'il y a des alternatives, en effet. Exactement, c'est que la Chine est un peu la Corée du Nord, etc., bien sûr. Oui. En tout cas, je vais devoir vous laisser, mais je voulais donner peut-être 2-3 conseils. La première chose maintenant, alors ne partez pas à l'autre bout de la planète, soyez joignables dans les 2-3 jours qui viennent pour qu'on s'assure qu'il n'y ait eu aucun problème. Vous avez peut-être vu là qu'à l'ENS, ils ont perdu les copies là. Ils s'en sont rendus compte 2-3 jours après, donc il faut que vous soyez joignables. Mais s'il n'y a pas de nouvelles lundi, pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est que tout est bon, les copies sont arrivées, donc tout va bien. Prenez quelques jours, je ne sais pas combien mes collègues vous ont accordé d'une prépa à l'autre de jours de repos. Reposez-vous bien, faites pas trop d'excès parce que le retour va être dur et il va y avoir encore un mois un peu dur. C'est un double marathon. C'est un semi, quoi. C'est deux semis, on va dire, 2 semi-marathons. Semi-marathon des écrits, semi-marathon des oraux. Reposez-vous bien, détendez-vous, aérez-vous. Là, vous ne ferez pas trop de livres, je crois, là, dans les jours qui viennent. C'est important de retrouver ces esprits. Vous êtes sûrement extrêmement fatigué. La concentration, on le sait tous, est épuisante en fait. Je suis désolé, là, j'ai un téléphone qui sonne. Donc, reposez-vous. Et puis ensuite, peut-être qu'on donnera des conseils pour les oraux. Je crois qu'on a fait quelques vidéos, Dimitri, avec comment travailler. Les oraux, c'est une course de fond, vous allez voir. Et pendant la préparation aux oraux, sortez, allez voir des films un peu classiques, ou je ne sais pas, aérez-vous, allez au musée, parce que les oraux, ça va être une présentation de ce que vous êtes. De ce que vous savez, bien sûr, mais de ce que vous êtes aussi. Et là, il faut se donner un petit peu de fond et une pellicule un petit peu, oui, encore une fois, d'un individu assez complet, si vous voulez. C'est l'impression qu'il faudra donner aux euros. Voilà. C'est ça, exactement. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on organise un événement fin mai pour préparer les oraux et on aura toute une multitude d'ateliers avec plein d'exercices différents pour faire de vous des hommes et des femmes accomplis. C'est ça, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est un peu l'idée. Non, mais tu as raison, c'est un peu pompeux, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Il faut arriver aux euros en donnant l'impression d'une certaine forme de maturité, en fait. C'est là qu'on fait la différence par rapport à d'autres candidats ou candidates. C'est ça, exactement. Bon, merci Frédéric pour ces conseils. Je sais que tu as pris ton temps personnel. Je crois que vous connaissez. Donc voilà, j'accueille Samantha et puis on va passer à l'anglais. Merci beaucoup. Bon week-end. Je t'en prie, Samantha et Dimitri, bon débrief d'anglais. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et encore une fois, en route vers les euros, mais avec une petite pause en attendant. C'est ça, bien mérité. Ça marche. À bientôt. Allez, au revoir. Salut.